Merci. Mon cher Hervé, merci de ton invitation et donc merci à Universusnet de me donner cette opportunité, cette occasion pour effectivement aborder un sujet qui est commun à tous et qui est sans doute pratiqué, en tout cas je l'espère, d'une façon un peu particulière dans la marine, ce qui va me permettre de vous donner quelques éléments. Confiance, confiance encore, confiance toujours. C'était les mots du général Delestraint. C'était en juillet 40, donc la France venait de se prendre une bonne claque. Elle était au tapis, il était à Kélus, il quitte ses compagnons et il leur dit confiance, confiance encore, confiance toujours. Il n'a pas seulement dit des choses, il les a faites, puisque c'est lui qui a monté après une organisation de résistance qui s'appelait Armée secrète. Il a été arrêté, il a été torturé, il a été à Dachau et il meurt en 19 avril 1945, 3 semaines avant la victoire à laquelle il avait participé. Ce qui est intéressant dans ce confiance, confiance encore, confiance toujours, c'est ce qu'il n'y est pas. Il ne dit pas confiance en qui ou confiance en quoi. Il ne dit pas confiance dans l'Angleterre, dans Churchill, dans les Américains, dans les chars, dans machin. Confiance dans la France. Il dit confiance en qui, confiance en quoi. Ce qui veut dire que c'est une mentalité de refus de la défaite. C'est un optimisme de volonté, ou une volonté de l'optimisme. Et c'est d'autant plus intéressant que cette confiance qui apparaît comme un refus de fatalisme, comme l'antithèse du défaitisme qui régnait à l'époque en France, résonne en fait comme un appel à l'action. Et donc ça pose, il ne voulait peut-être pas le faire, mais ça pose le dilemme, le volontarisme, l'appel à l'action, alors que la confiance reflète quand même une notion d'abandon. Et tout le sujet, le dilemme de la confiance, c'est là-dedans. La confiance en tant qu'action, volonté de l'action, et la confiance abandon. Si vous agissez sans vous abandonner, c'est de l'activisme, c'est de l'agitation, à la limite c'est de l'orgueil. Si vous vous abandonnez, j'ai confiance, sans agir, c'est de la paresse et c'est du laisser aller. Et donc tout l'équilibre entre ces deux notions, agir comme si tout dépendait de vous, et en même temps reconnaître humblement que ce n'est pas le cas et donner librement confiance. Une autre façon d'exprimer ce dilemme, et ça va être ma main courante pendant ma présentation, pendant mon exposé, c'est qu'en fait la confiance est à la fois subie et voulue, et c'est à vous, c'est à nous de décider jusqu'à quel point vous reconnaissez qu'elle doit être subie parce que vous ne pouvez pas vous en passer, et jusqu'à quel point vous la voulez, vous la recherchez parce que vous avez compris qu'elle est un levier d'action. Je vais le décrire au travers de 5 étapes. La confiance en soi, la confiance dans l'autre, dans un autre, la confiance dans les autres, et c'est le fameux esprit d'équipage dont parlait Hervé. C'est la confiance pour se préparer à se battre, et c'est la confiance pour gagner. J'aurai une petite parenthèse sur la confiance humaine versus confiance numérique, et je terminerai. La confiance en soi, tout d'abord, c'est la confiance pour agir. Elle s'exprime comme un potentiel, elle renvoie à la notion de capacité, je saurais le faire. Cette confiance, on la connaît tous, puisque au poste où vous êtes, vous avez tous eu des parcours professionnels qui vous ont obligé à développer votre confiance en vous. Et donc, la marine n'est pas spécifique de ce point de vue-là. Ce qui est spécifique dans la marine, c'est la façon dont elle s'acquiert. Et ce sera essentiellement au travers d'événements de mer, des événements météorologiques, des tempêtes, ça va être naviguer par vent fort, ça va être un exercice de tir, ça va être un accostage difficile. Bref, tous ces événements un peu structurants, un peu lourds, qui vont effectivement développer la confiance en soi du marin. Très simplement, j'ai utilisé le terme de capacité. La confiance en soi, c'est un potentiel. Et donc c'est un potentiel que dans la marine, on va apprendre à creuser et à remplir au cours de l'entraînement pour être capable de le délivrer au bon moment. Il y avait un commandant de commando qui m'avait beaucoup marqué, qui disait on ne s'entraîne absolument pas pour savoir comment se battre après. Les gestes de l'entraînement, je ne les ai jamais retrouvés au combat. Les gestes de l'entraînement, je ne les ai jamais retrouvés. Ce à quoi m'a servi l'entraînement, c'est développer ma capacité à trouver le bon geste au combat. Donc on est bien dans du potentiel. Et c'est le proverbe « entraînement difficile, guerre facile ». Comme tout réservoir, et l'image est assez bonne, elle montre qu'on est en train de remplir un potentiel, elle montre aussi qu'un réservoir peut déborder. Un réservoir de confiance qui déborde, ça s'appelle l'orgueil, ça s'appelle la prétention. Les Grecs auraient dit ça s'appelle l'hubris. Et c'est un vrai problème dans le commandement. Une anecdote à ce sujet, c'était mon premier commandant de SNLE. Il était extrêmement brillant, énorme confiance en lui. Il pouvait tout faire. Lui, c'est un guerrier. Les autres étaient des garagistes. Et moi, j'étais à ce moment-là responsable de la chaufferie nucléaire. Et il me propose d'interrompre, pour que le sous-marin soit plus discret, qui est l'obsession du sous-marinier, il me propose d'interrompre des auxiliaires qui permettent de surveiller la chaufferie. Et il était sûr de lui. Et je lui ai dit non. Je ne lui ai pas dit non en rentrant des trucs techniques, etc. Je lui ai dit, si vous faites ça, alors que tout le monde sait que vous n'avez pas la compétence technique pour dire si c'est grave d'arrêter, moi, je ne m'occupe plus de mes opérateurs, ils font ce qu'ils veulent. Alors, il m'a dit, non, je suis le commandant, etc. Je lui ai dit, peut-être le commandant, mais vous êtes en train d'expliquer que vous allez passer outre des règles de sécurité de la chaufferie. Or, on sait très bien que vous n'avez pas la capacité de comprendre jusqu'où ça va.
Donc les autres vont dire, bah, ok, moi aussi, même pas peur, même moi je peux le faire. Et donc la confiance, quand elle va trop loin, orgueil, et on fait des bêtises. Ça, c'était la confiance en soi. La confiance dans l'autre. La confiance dans l'autre, très simple, c'est la confiance pour dormir. On ne peut pas être là tout le temps en permanence. Un bateau, c'est 24 heures sur 24, pendant 70 jours pour un SNE. Les Anglais font des patrouilles de 130, 140 jours. Donc confiance dans l'autre, c'est la confiance pour dormir. Elle renvoie à quelle notion? J'ai dit que pour la confiance en soi, c'est la capacité. La confiance dans l'autre, c'est la fiabilité. C'est-à-dire, vous faites confiance en l'autre en vous disant, il se forcera à le faire. Il se forcera à bien agir. Donc la confiance en l'autre, c'est celle par laquelle je reconnais que je ne peux pas tout, que je dépends de l'autre, mon camarade, mon chef, mon subordonné. En fait, je m'assume dépendant. Quelques constats sur cette confiance. Premièrement, elle est égalisatrice dans l'action. Si vous prenez une manœuvre de port, le bateau revient à quai, le commandant est à la passerelle, il donne des ordres, à droite-gauche, à gauche-10, etc. Il y a un opérateur, un barreur, qui en même temps, alors avant c'était la barre à roue, maintenant c'est un petit joystick, qui va les exécuter. Il y en a un qui est très gradé, l'autre pas. Il y en a un qui est le commandant, l'autre qui est quartier-maître. Il y en a un qui donne des ordres, l'autre qui les exécute. Mais en réalité, ils ont la même responsabilité. Parce que si les ordres sont donnés mais mal exécutés, le bateau, il va quand même dans le quai. Et donc, ils le savent très bien qu'ils ont la même responsabilité. Et ils savent très bien que ça passe par une boucle de confiance. Donc la confiance est égalisatrice dans l'action. Et puis la confiance est prolongatrice de l'action, pour des raisons évidentes, puisque je ne peux pas être là à tout moment. Et au premier degré, en particulier à bord, vous pouvez avoir le sentiment que vous avez plus à perdre qu'à gagner à faire confiance. Et même si vous savez très bien que vous n'allez pas y perdre, vous craignez. Et là, je pense au commandant, un commandant de bateau, il vient de lâcher son chef de quart en passerelle, et donc lui n'est plus là, il n'est plus en passerelle, c'est le chef de quart qui ordonne. Et le commandant de bateau, il est 23 heures, il est dans sa couchette, et il essaye de dormir, et il n'y arrive pas, parce qu'il se dit, le jeune là-haut, est-ce qu'il va bien le faire? Est-ce que j'ai raison de lui faire confiance? J'ai eu raison de le laisser tout seul? Est-ce qu'il va réagir s'il y a un problème? Est-ce que j'aurais pas dû attendre quelques heures, quelques passerelles, quelques quarts de plus avant de lui donner ma confiance? Dans la marine, il y a une consigne, mais qui est devenue quasiment un proverbe. Si vous vous demandez si vous devez prévenir le commandant, c'est que vous auriez déjà dû le faire. Si vous vous demandez si vous devez prévenir le commandant, c'est que vous auriez déjà dû le faire. C'est intéressant cette consigne parce qu'elle reflète exactement ce que je disais sur la confiance subie. On sent bien toute la somme de regrets qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire que vous faites confiance, mais en fait, vous faites confiance parce que vous n'avez pas le choix. Parce que vous ne pouvez pas être en passerelle tout le temps. Et donc, vous faites confiance, mais presque à remords, et vous dites à l'autre, OK, je te fais confiance, mais si tu te poses la question, si tu devais me le dire, c'est que tu es déjà en tort, tu aurais dû me le dire. Donc, on est vraiment dans les premiers degrés de la confiance, celle qui est obligatoire, celle qu'on vous tire des mains, qu'on vous soutire, mais qu'à la limite, vous auriez préféré ne pas donner. Pourtant, vous savez très bien que c'est cette confiance qui va préparer les lendemains, c'est ça qui va donner au chef de quart, dans mon exemple, la capacité à prendre lui-même confiance en lui, à comprendre son équipe, à comprendre son rôle de chef, et à demain être capable, effectivement, lui-même de déployer ses capacités. Cette confiance dans le subordonné, passage obligé et fécond, on a pris l'habitude un peu partout de l'appeler subsidiarité. Bon, moi, c'est un nom que j'aime pas tellement, parce que comme pas mal d'autres noms, un peu ce qu'on appelle fond de poche de par-dessus, les noms tarte à la crème, plus on l'utilise, moins on le fait. En tout cas, c'est ce que je vis, moi, dans l'état-major. Plus on me dit subsidiarité, plus je sais que la personne ne va pas m'en laisser. Mais malgré tout, cette délégation est vitale et elle est bâtie sur cette relation de confiance. Je dois citer à ce sujet l'amiral Jouard-Noulins, qui était un amiral qui a fait tout le XXe siècle. Il était sous-marinier à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été après en Indochine. Il a participé à la construction des premiers SNLE, donc on est dans les années 60. Il a commandé la première force océanique stratégique. Et il est chef d'état-major de la marine 74-76. 76, il quitte, il a 61 ans. Et il délivre son message, son testament. Il dit deux choses sur la confiance au cours de son allocution. Premier, il y a deux attitudes quant à la confiance accordée à ses subordonnés. La leur donner a priori, quitte à leur ôter s'ils ne s'en montrent pas dignes, ou bien attendre de les connaître pour la leur accorder. Cette dernière est la mauvaise, car la défiance engendre la défiance, et vous ne vous sortirez pas de ce cercle vicieux. Et puis la deuxième, si vous savez exécuter une tâche vite et bien, faites-la exécuter par un subordonné. Vous perdrez du temps au début, vous en gagnerez beaucoup par la suite. J'aime beaucoup la seconde. D'abord, elle est de bon sens, elle est très vraie, et elle montre encore qu'on est bien sur la ligne de crête que j'essaye de dessiner. La confiance subie, c'est-à-dire vous savez le faire mieux que l'autre, vous allez malgré tout le donner à l'autre, donc on vous arrache cette confiance, et vous savez que vous allez y gagner au bout. Et donc, en fait, vous faites confiance à l'autre, et vous faites confiance à vous-même en acceptant de déléguer. Alors bien sûr, cette confiance dans l'autre, subordonnés, opérateurs et autres, ne signifie pas confiance aveugle. Et on sait tous ici que la confiance aveugle, celle que vous accordez ou celle qu'on vous accorde d'ailleurs, est marquée du sceau de facilité et elle est dangereuse. Un autre proverbe de la marine, c'est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». À mon avis, ce n'est pas que dans la marine.
Et plus la confiance est élevée, plus le contrôle est sévère. Un exemple là-dessus, les atomiciens qui sont derrière la chaufferie. Ce sont des gens qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur, ils sont Bac+2, on les forme bien, etc. Et puis après, ils sont en charge d'une chaufferie nucléaire par 300 mètres d'immersion. Donc sécurité nucléaire, sécurité de la plongée sous-marine, sécurité nautique, etc. etc. Et on les laisse faire et ils travaillent très bien. Mais le contrôle est extrêmement rigoureux. Contrôle atomicien tous les ans, on les vérifie en plateforme. Et il m'est arrivé, quand j'étais dans un rôle de ce qu'on appelle entraîneur, de sanctionner une personne. Il a été recruté, il a été formé, 2 ans à l'école Atto, et là, c'est pas en Bretagne, c'est en Normandie, 5 ans à bord, et j'ai dit, c'est fini, ta carrière est finie, parce que tu ne réagis pas tel qu'on l'attend. Et donc, cette confiance-là, plus elle est élevée, plus vous y risquez. On est dans un contrat win-win, et les contrats win-win, on sait quand ils se retournent, c'est un contrat lose-lose. Et donc, une confiance élevée, contrôle, avec au risque de perte. Confiance en soi, confiance dans l'autre. Ma troisième étape, c'est la confiance dans les autres. Confiance dans les autres en tant que groupe, et c'est le fondement de l'esprit d'équipage que rappelait Hervé. C'est la confiance pour unir. La première, c'est la confiance pour agir, la confiance pour dormir. Confiance dans le groupe, c'est la confiance pour unir, qui agit comme un ciment. Elle renvoie là à la notion, non pas de capacité ou de fiabilité, mais à la notion de volonté. Ils voudront le faire. Vous avez une équipe, un équipage constitué. La confiance est là parce qu'ils voudront le faire. Cet équilibre entre la confiance que je dois donner et que je veux donner, elle est bien au cœur de cet esprit d'équipage et elle est valable pour toute communauté comme toute entreprise. La seule particularité de la marine, là, c'est qu'elle se construit de façon très forte et assez rapide dans la durée, parce que finalement, c'est comme au théâtre, une unité de temps, de lieu et d'action. Vous êtes très longtemps dans les mêmes conditions, et là, il n'y a pas de classe sociale. Les officiers, les sous-officiers, l'équipage, on est habillés de la même façon, mêmes conditions, même nourriture, même machin. Vous partagez les mêmes risques naturels liés à la mer, risques du combat éventuellement. Et donc, vous avez très rapidement cette relation de confiance qui doit ou qui peut s'instaurer. L'équipage, en sociologie, est ce qu'on appelle un système socio-technique complexe, ce qu'on appelle une institution totale. Et en fait, très simplement, c'est un système qui est totalement organisé, hiérarchisé et surtout finalisé. C'est-à-dire que tout est fait sur une certaine durée, pour une certaine finalité, d'où cette traduction socio-technique. Et là-dedans, la particularité de l'équipage, c'est le rôle du commandant qui va totalement incarner l'ensemble de l'équipage. Il y a le bateau, il y a les hommes, il y a le commandant, et le commandant va incarner la totalité, à tel point que très souvent, c'est assez étonnant, vous pouvez voir des équipages qui vont complètement refléter les qualités et les défauts du commandant. Le commandant est très strict, l'équipage petit à petit va devenir très strict. Le commandant est très cool, l'équipage va devenir très cool, avec les qualités et les défauts, et c'est bien lié à la circulation de la confiance. La formule « nous sommes embarqués sur le même bateau » fait un petit peu vieillot, un petit peu imagé, un petit peu désuète, mais en fait elle est très réelle, et là-dedans, nous sommes embarqués dans le même bateau, le pacha, le commandant, le pacha, le seul maître à bord après Dieu, tient littéralement en main le destin des hommes. C'est très physiquement visible sur sous-marin un moment qui est assez particulier, qui s'appelle la reprise de vue. Vous êtes en plongée et vous devez revenir à l'immersion périscopique pour avoir des informations. Pas forcément en surface, mais l'immersion périscopique, là où c'est les périscopes. Le moment le plus dangereux à bord d'un sous-marin, c'est 55 mètres, 16 mètres. Vous passez d'une situation où personne ne peut vous agresser, j'entends risque technique, naturel, etc., commercial, et 16 mètres, si jamais vous êtes sur la route d'un bateau de surface, il vous met au fond, ce qui est arrivé à certains sous-marins. Et pendant cette période-là, il n'y a que le commandant qui est au périscope. Le périscope va commencer à voir à partir de 25-30 mètres. Il n'y a que lui qui donne l'ordre de remonter. Et donc, réellement, pendant ces moments-là, qui arrivent plusieurs fois par jour, l'ensemble de la vie de l'équipage dépend totalement de la fiabilité du commandant. Et donc, vous illustrez, mais de façon extrêmement forte, ce rôle du pacha et ce rôle de la confiance. De même que j'ai donné des exemples de limites de la confiance dans le cadre de la confiance en soi et de la confiance en l'autre, il y a évidemment des limites de confiance dans le cadre de la confiance du groupe et de l'équipage et vis-à-vis du pacha. Et ces exemples qui m'ont marqué, c'est le cas où le commandant est trop bon. Le cas où le commandant est trop bon est un énorme risque. Le cas où le commandant a trop de charisme est un énorme risque. Le commandant est le commandant. Il a été nommé, décret du gouvernement, etc. On a une vision très hiérarchique dans la marine, donc il est en tête. Il est généralement le plus vieux, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est le plus vieux. Si en plus, au-delà de ses qualités réglementaires, ses qualités d'âge, parce qu'être vieux, c'est une qualité, et ses qualités, il a du charisme, c'est l'horreur. C'est l'horreur parce que plus personne ne va le critiquer, plus personne ne va lui poser de questions. J'ai connu 2 événements, pas dramatiques, mais assez lourds, en 2006-2007. 2 sous-marins qui se sont plantés. Il y en a un qui s'est bitché dans le canal de Suez, bitché au sens propre du terme, parce qu'il était dans le sable, et l'autre dans un canyon devant Toulon.
où il a tapé. Et en fait, la commission d'enquête est redoutable parce que la commission d'enquête montre que le premier cercle autour avait parfaitement compris qu'on allait se planter. Mais c'est ce qu'on appelle l'erreur diabolique. À partir du moment où vous imaginez que ce n'est pas possible que ce type-là se plante parce que c'est le commandant, qui est désigné pour ça, qu'il a toujours été bon, qu'il a un charisme énorme, vous ne lui dites plus rien. Et il se plante sous vos yeux, et vous le savez, et vous ne dites rien. Et donc c'est le rôle des seconds, et donc Hervé a rappelé que dans la marine, j'étais major général de la marine, donc je suis le numéro 2 après le numéro 1, et l'un de mes rôles, que supporte assez mal le numéro 1, c'est de le critiquer. Et je le critique souvent, pas uniquement parce que j'aime ça, mais parce que je sais que si moi je ne le fais pas, alors les autres ne le feront pas. Si le numéro 2 ne critique pas le numéro 1, alors le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6, eux, ils vont dire « c'est le boulot du numéro 2 ». Et donc le rôle des adjoints, surtout quand le chef est bon, et il se trouve que le chef d'état-major de la marine actuelle est très bon et a du charisme, c'est de dire « il est hyper bon, il est hyper fort, et donc je vais le critiquer ». Et de ce point de vue-là, la confiance dans un équipage, c'est finalement la certitude de partager le même calendrier de passage de la réflexion à l'action. Quand on est dans le temps de la réflexion, nous devons critiquer. Mon chef attend de moi que je le critique parce que c'est ce qui va lui permettre de valider son option. Et après, on est dans le temps de l'action. Et là, c'est fin des critiques. Là, on est dans le temps de l'adhésion. Et le chef attend de moi que j'y adhère le plus possible pour que l'idée de manœuvre fonctionne. En fait, on est dans l'Ecclésiaste. Hein. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de réflexion, un temps pour l'action. Il y a un temps pour la critique et il y a un temps pour l'adhésion. Et c'est bien ça l'esprit d'équipage. Alchimie délicate qui naît de la confiance en soi, de la confiance en l'autre. Ça, c'était mes premières étapes. Mais d'une circulation de confiance qui nous fait partager le même tempo, le même calendrier entre la confiance où j'apporte un avis divergent et la confiance où je suis totalement dans les eaux. C'était mes 3 premières étapes, confiance en soi, confiance en l'autre, confiance dans les autres, esprit d'équipage. 4e étape, la confiance comme prérequis au combat. C'est la confiance pour se battre, qui est valable évidemment pour les armées, mais qui, sous une autre forme de combat, est valable pour tous. Elle agit comme une courroie d'entraînement. J'ai dit que l'équipage, bien sûr, c'est une confiance très forte, mais c'est un ciment, c'est relativement statique. Là, pour se battre, c'est une courroie d'entraînement, on est dans la dynamique, et ça renvoie à la notion d'audace. Il y a eu la capacité, il y a eu la fiabilité, il y a eu la volonté. Là, maintenant, je suis dans la notion d'audace. Ils oseront le faire. Au sein de la Marine nationale, l'esprit d'équipage est nécessaire évidemment pour le quotidien, la sécurité, l'efficacité, ce qu'on retrouve partout, mais ça a été fait d'abord pour se battre. C'est l'arrêté 140, qui est un texte un peu fondateur chez nous, qui structure l'organisation des forces navales, qui disait dans sa version de 80, « Le combat est une action collective, cimentée par la confiance mutuelle et l'esprit d'équipage ». Et donc le combat, confiance mutuelle et esprit d'équipage. J'aime beaucoup cette définition, même si elle est totalement idiote et politiquement correcte, parce que si vous dites que le combat est une action collective cimentée par confiance mutuelle et esprit d'équipage, vous pourrez remplacer le combat par match de volley, match de basket, etc. Donc en fait, s'ils n'avaient pas été politiquement corrects, ils auraient dit le combat est une action collective destinée à détruire l'autre et à le tuer, et après vous continuez cimenter le machin. Mais on était déjà dans le politiquement correct. Confiance mutuelle. Je vais citer Ardant Dupic, qui est complètement oublié aujourd'hui, mais qui a été l'un des... Il n'est pas un marin, il est officier de l'armée de terre, il est mort en 1870, mais il a fait des études assez approfondies sur le combat et la confiance. Il est encore publié chez Ivrea. Et il faisait cette remarque, la confiance enthousiaste et irréfléchie des armées, tumultuaire et improvisée, en fait, lui, il est en tête, il est 1860, donc il est en tête la Révolution, qui va jusqu'au danger et s'évanouit si rapidement pour faire place au sentiment contraire, avec la confiance intime, ferme, consciente, qui ne s'oublie pas au moment de l'action. Et il explique, dans une troupe, quelle qu'elle soit, une fois en face de l'ennemi, chacun comprend que sa tâche n'est pas l'œuvre d'un seul, qu'elle est l'œuvre collective et simultanée, mais au milieu de compagnons de hasard, rassemblés la veille sous des chefs inconnus, il sent d'instinct, donc il parle du troupier, du militaire, il sent d'instinct le manque d'union et il se demande s'il peut compter sur eux. C'est que la solidarité, la confiance ne s'improvise pas, elles ne peuvent naître que de la connaissance mutuelle qui fait le point d'honneur, etc., etc. Et conclut, la solidarité seule donne donc des combattants. Et donc cette confiance qui fait passer d'un groupe disparate à un groupe capable de se battre s'appuie sur ce que Nimitz appelait la circulation, la relation réciproque et la circulation des qualités. La loyauté, la discipline, le dévouement au devoir de la part des subordonnés doivent être assortis de la patience, de la tolérance, de la compréhension de la part des supérieurs. Tout ça, on le saisit assez bien. Et je vais prendre maintenant 2 exemples historiques, de même que j'ai utilisé des exemples de ratés dans mes 3 premières marches. Je vais utiliser 2 exemples historiques de ratés dus à un manque de confiance. Le premier, Trafalgar, et le deuxième, Dardanelles.
Trafalgar, j'y reviendrai, mais là je citerai juste l'historien Troude, qui fait de l'absence de confiance l'une des raisons majeures de l'échec de cette bataille. Et je le cite, « Ce qui paralysa cette armée », donc là il parle de la marine française de Villeneuve, « ce fut le manque d'entrain et d'enthousiasme, ce fut le défaut de foi, de confiance du chef en ses subalternes et des subalternes dans leur chef. » Donc Trafalgar, manque de confiance. Et un autre exemple de manque de confiance tragique, c'est Dardanelles. Dardanelles, c'est l'opération qui a été ordonnée par Churchill en 1915, qui a raté. D'ailleurs, Churchill est assez incroyable, comme il était First Lord de l'Amérique, donc il était ministre de la Marine. Dardanelles, c'est son échec, il quitte et il demande à être colonel, et il est colonel sur la Somme, donc sur le front français d'un régiment. Donc il passe de ministre à colonel en assumant son échec. Et les Dardanelles l'ont raté pour plusieurs raisons. La principale, le chef, l'amiral de Robeck, chef des forces navales alliées, et son adjoint, le commodore Case, ils ne se faisaient pas confiance. Ils n'étaient pas d'accord. Et ça rejoint ce que je disais avant. C'est totalement normal devant une situation très compliquée, tragique. Les Turcs mouillaient des mines, le bateau n'arrivait pas à passer, le Gaulois venait de couler, etc. Ils ne sont pas d'accord. Mais ils refusent de faire de ce désaccord une option commune. Et donc, le commandant des forces navales alliées discute avec Londres sans en faire part à son second. Et donc, vous avez un chef qui discute vers le haut, vers son COMEX, mais qui ne tient pas informé son adjoint. Et là, du coup, le système éclate. Et vous avez l'amiral Tripier, qui était l'historien et l'analyste de cette période, qui conclut « Le proverbe « Tout royaume divisé contre lui-même périra » s'applique aux relations entre l'amiral de Robeck et Robert Case. Dès lors, on pouvait prévoir l'échec des Dardanelles. » Un autre exemple historique, et je reviendrai après sur ce qui a été rappelé en introduction sur la problématique de cette confiance aujourd'hui, c'est le maréchal Montgomery qui expliquait sa propre définition du leadership. Il disait « C'est la capacité et la volonté de rallier hommes et femmes à un objectif commun, ainsi que le caractère qui inspire la confiance. » Et donc le but du chef, qui est le plus important dans ce rôle de préparation au combat, est bien de créer cette atmosphère propice au développement de la confiance. La confiance face au combat, au fond, c'est assez simple. C'est la circulation d'une même foi en un même objectif. Et quand je dis circulation d'une même foi en un même objectif, en fait, je suis en train de retrouver l'étymologie du mot confiance, avec cum qui veut dire ensemble et fidere qui est la foi. Or, effectivement, le monde actuel ne pousse pas à cette confiance. Nous vivons dans un monde très réglementé, fragmenté, on le connaît par les décrets, par les lois. La surabondance de réglementation qui va chercher à remplacer les marques de confiance. Il y a un sociologue, Ulrich Beck, qui disait dans un livre qui s'appelle « La société du risque », en cherchant à maîtriser tous les risques, notre société a placé le destin des hommes sous le signe de la peur. Et donc, en fait, il s'agit pour nous de passer du monde de la méfiance au monde de la confiance et de miser sur ses subordonnés. Il y a un capitaine de vaisseau, un officier de la marine américaine assez célèbre, le capitaine de vaisseau Hughes, qui disait « Le premier but d'un commandant devrait être de trouver 2 officiers plus brillants que lui et de les préparer au combat. Ceci fait, tout le reste suivra. Mon premier but est de trouver 2 personnes inférieures à moi, enfin inférieures en grade, supérieures à moi, 2 officiers plus brillants que moi et les préparer au combat. » Elle est extraordinaire cette phrase, parce que là j'ai 39 ans de marine, j'arrêterai la marine dans 1 an, dans 40 ans. L'attitude de l'ancien, du vieux que je suis, c'est d'abord il n'y a jamais eu personne de plus brillant que moi. Bon, puis après, on passe cette première étape intellectuelle un peu difficile. Après, on dit, bon, OK, il y en a qui sont plus brillants, mais je ne vais pas les promouvoir tout de suite, ils ne vont pas me rentrer en concurrence avec moi. Après, on passe un peu cette étape. Après, on dit, je vais les promouvoir, mais finalement, moi, il m'a fallu 30 ans ou 35 ans pour attendre tel poste. Donc, ils sont mignons, mais ils vont attendre. Donc, vous ne les aidez pas, ils ne les promouvez pas. Et vous dire, ils sont là. Pardon, le terme important, il dit, il faut les trouver. C'est-à-dire que vous les recherchez. Vous n'êtes même pas passif. Vous allez essayer de trouver des gens plus brillants que vous, ce qui est totalement non naturel, de les identifier, de les promouvoir, et vous allez dire « mon job est fait. J'ai trouvé des gens brillants, je les ai aidés, mon job est fait ». Et donc là, c'est le summum de la confiance en termes de préparation au combat. Vous préparez de l'avenir, à la limite, à votre détriment. Et puis une autre façon de l'exprimer, c'est les mots du résistant Marc Bloch. Vous connaissez son livre « L'étrange défaite ». Il a été fusillé lui aussi en 1944, et il dit « être un vrai chef, c'est avant tout peut-être savoir serrer les dents. C'est insuffler aux autres cette confiance que nul ne peut donner s'il ne la possède lui-même. C'est refuser jusqu'au bout de désespérer de son propre génie. C'est accepter enfin, pour ceux que l'on commande en même temps que pour soi-même, plutôt que l'inutile honte, le sacrifice fécond. » Ça, c'était la 4e étape, c'était la confiance pour se préparer au combat. La 5e étape, qui est très proche, et pourtant j'ai souhaité les distinguer, c'est la confiance comme clé de succès. Se préparer au combat et se battre, c'est très bien, mais en fait, tout ce qui compte, c'est de gagner, c'est la victoire. Et donc, comment la confiance participe à la victoire? Donc, la confiance, pour aller un cran plus loin, comme clé du succès.
La confiance pour gagner, on va au-delà de la volonté, on va au-delà de ce que j'appelais d'audace, pardon. C'est la notion d'initiative. Ça n'est plus il sait le faire, ça fait confiance en soi, il voudra le faire, ils oseront le faire, c'est ils le feront. Il n'y a plus rien d'autre, ils le feront. Comme tout officier de marine français, j'ai mon petit complexe de Trafalgar, mais en fait, on trouve des choses assez intéressantes en rouvrant cette plaie qui est vieille de 120 ans. Et donc, je vais utiliser un peu ce qui s'est passé à Trafalgar. Nelson se caractérisait par une très grande volonté de délégation et d'initiative. Et il avait un adjoint qui s'appelle Collingwood, qui est beaucoup moins connu et qui pourtant est aussi bon que lui, l'adjoint direct, et qui avait une très grande délégation. Et Nelson lui écrit juste avant la bataille, en lui transmettant le plan de bataille, il lui met un beau personnel, il lui dit: je vous l'envoie pour vous mettre parfaitement à l'aise quant à mes intentions et à vous donner un champ plus vaste à votre jugement pour que ces intentions soient respectées. Donc, voilà mes intentions, et moi, je vous ouvre tout le champ de façon à pouvoir agir selon votre jugement dans ces intentions. Je vous ai donné l'objectif, vous allez agir selon votre jugement. Et il rajoute: personne n'a plus confiance en un autre homme que moi en vous, et personne ne rendra mieux justice à vos services que votre vieil ami. Et cet échange entre deux amiraux, elle est à l'image du mémorandum de Nelson, qui est très connu et qui se terminait par: au cas où les signaux ne pourraient pas être vus ni parfaitement compris, aucun capitaine ne serait dans le tort s'il place son vaisseau le long d'un navire ennemi. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que maintenant je vous fais le miroir du côté français avec Villeneuve, et en fait il dit la même chose. Ça c'est le vainqueur, le vaincu dit la même chose. Il dit il fera très peu de signaux, il rappelle que tout capitaine commandant qui ne serait pas dans le feu ne serait pas à son poste. S'il se trouve isolé, un commandant est incité à prendre conseil de son courage et de son amour de la gloire, plutôt que des signaux de l'amiral. Donc en fait, lui aussi délègue complètement. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout ça, c'est des trucs de livres d'histoire. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a dans les bouquins, c'est ce qu'il y a sur la colonne de Trafalgar Square, là, quand vous sortez de la National Gallery. En fait, la réalité, c'est qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ça a beau être des mots ronflantes, ça a beau être très beau, c'est de la confiance subie. Parce qu'à l'époque, avec le manque de communication, vous utilisez le pavillon. Dès que les canons tirent, vous avez de la fumée, vous ne voyez plus le pavillon. Donc en fait, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement. Donc en fait, cette confiance-là, c'est le beau formalisme, le formalisme historique de la confiance subie. Et donc ce n'est pas elle qui compte. Celle qui compte, c'est celle que vous êtes faite en amont. C'est-à-dire, si ça traduit la réalité, c'est bien. Si ça, c'est pour les bouquins d'histoire, ça n'a aucun intérêt. Et c'est là la vraie différence, c'est que Nelson avait eu le temps de développer une mentalité de Band of Brothers, et il sait très bien, comme dirait Collingwood, je te dis ce que tu dois faire, ce qu'il faut faire, mais après le comment, c'est ton problème. Et il le sait qu'il sera respecté, ça fait des années qu'ils le font. Alors que Villeneuve, qui est personnellement assez courageux, il n'a aucune confiance dans ses alliés. Vous savez qu'il vient de rallier la flotte espagnole. Il n'a aucune confiance dans ses équipages. Il sait qu'ils sont très mal formés. C'est d'anciens types de l'armée de terre qui n'ont jamais été marins. Il n'a aucune confiance en lui. Il sait que Nelson est plus fort que lui. Et donc, ce qu'il dit n'a aucun intérêt. Parce que de toute façon, il est obligé de le dire, puisqu'il ne sera plus capable de commander pendant la bataille. Et il sait que de toute façon, il ne sera pas suivi. Une façon de généraliser ça, c'est que les combats navals victorieux sont victorieux lorsque on applique ce qu'on appelle le mission command, mais ça revient à ce que je viens de dire, c'est-à-dire intention centralisée, c'est bien au chef de dire je veux ça, et exécution décentralisée ou subsidiarité, c'est-à-dire qu'après c'est aux différents niveaux de commandement d'assumer le fait qu'ils y arriveront. Les subordonnés doivent comprendre les intentions du commandant, leur propre mission, le contexte de la mission. Ils sont informés de ce qu'on appelle l'effet à obtenir, de l'objectif, et le reste, c'est à eux d'en décider. Donc les ordres du chef, ils vont se concentrer uniquement sur la définition de l'intention, les mesures de contrôle éventuellement, et les objectifs. En fait, une autre façon de le dire de façon plus ramassée et très simple, c'est toute la différence entre le pourquoi, le quoi et le comment. Et il n'y a que la confiance qui vous fait circuler là-dedans. Le pourquoi, c'est le contexte, voilà, on est en guerre avec eux, c'est eux les méchants, voilà ce qu'il faut faire, etc. Le quoi, c'est l'objectif. Il s'agit maintenant de détruire la flotte française pour l'empêcher de rallier le camp de Boulogne, pour empêcher Napoléon, etc. Le comment, c'est ton problème. Normalement, le chef politique donne le pourquoi, le contexte. Le chef militaire donne le quoi, en disant c'est ça qu'il faut faire maintenant. Et son subordonné assume le comment, en disant j'ai compris le pourquoi, j'ai saisi le quoi, et je m'assure et je m'exécute sur le comment. On a eu un même exemple il y a 40 ans. On est en train de fêter les 40 ans de la guerre des Malouines qui avait eu lieu en mai 82. Et là, parce que les Anglais avaient, depuis Trafalgar, bien assumé ces mission command, il y a eu des exemples identiques. Vous avez un second d'une frégate qui a pris en charge tout le contrôle des sièges arrière qui revenaient parce qu'il a compris que la frégate qui en était chargée avait son radar en avarie, on n'était pas capable. Il était le plus proche, il avait le radar, il n'a rien demandé. Il a assumé la fonction de contrôle des avions sans rien demander, il a pigé. Il a dit de toute façon, il faut qu'il revienne, il faut qu'il se pose. Lui n'a pas les moyens, moi j'ai les moyens, je le fais. Mission command.
Aujourd'hui, cette initiative, cette notion de mission command, qui traduit donc la délégation et la décentralisation, je voudrais insister sur 5 qualités, 5 intérêts qu'elle présente et qui sont très actuels. Culturellement, techniquement, informationnellement, fonctionnellement et humainement. Culturellement, parce qu'elle favorise la surprise et l'audace. On espère, on considère que c'est un avantage comparatif de l'Occident par rapport aux autres. Et pour ça, on se compare à la marine chinoise. Donc vous savez qu'elle non seulement est beaucoup plus grosse que la nôtre, mais elle n'arrête pas de grandir. Mais là, chaque commandant de bâtiment, de bâtiment de combat, est adossé à un commissaire politique qui vérifie qu'il travaille bien. Et souvent, c'est le commissaire politique qui est le vrai chef. Et donc là, vous n'avez plus tout de mission command. Là, vous êtes... Le pacha n'est pas du tout libre du comment. Le comment lui est indiqué par le commissaire politique. Donc, avantage culturel à être capable de déléguer et à être mission command. Technique, à cause de ce qui se passe aujourd'hui, le recours exagéré aux moyens de communication. Là, on sait très bien qu'on vivra des stratégies de dégradation des réseaux. Aujourd'hui, quand on travaille en Méditerranée orientale, le GPS est complètement brouillé, les communications sont complètement brouillées. Si on n'apprend pas à travailler en délégation et d'autonomie, s'il faut qu'on nous dise quoi faire au bout du réseau à tout moment, on sait d'avance que c'est fichu, c'est perdu. Donc il faut qu'on travaille comme ça. Ça, c'est l'aspect technique. L'aspect informationnel, un peu le même sujet avec la stratégie d'influence. Vous pouvez avoir des réseaux qui restent en place, mais ce qui se balade dessus, c'est des mensonges et des erreurs, et c'est du fake news. Et donc là encore, la nécessité d'une bonne compréhension, d'une bonne autonomie, de façon à échapper à cette lutte informationnelle. Fonctionnellement, mon 4e critère, parce qu'elle repose sur des principes simples, et du coup, elle est garante à la fois de la sobriété et de l'efficacité des organisations. Vous n'avez pas besoin de multiplier, de faire du multimatriciel, parce qu'effectivement, vous avez été suffisamment clair dans l'intention pour qu'après, ça se décline sans en rajouter en organisation. Donc, 4e intérêt, fonctionnel ou organisationnel. Et enfin, le 5e intérêt, humainement, parce que si vous travaillez comme ça, alors c'est motivant et stimulant, autant pour le chef qui n'a pas à faire du micromanagement, que pour les subordonnés qui voient bien quel est le rôle du chef. Aujourd'hui, on a un vrai défi dans la marine. Il y a pas mal de personnes, au niveau des officiers mariniers, des sous-officiers, qui n'ont pas envie de passer officier. Et en fait, ils n'ont pas envie parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne gagneront pas beaucoup plus d'autonomie, ils n'en certainement pas plus d'argent, et ils ont juste plus de contraintes. Et donc, c'est bien l'image qu'on leur renvoie du rôle du chef qui joue contre nous. Si on n'arrive pas à montrer que le chef joue à niveau et après travaille en subsidiarité, non seulement il y aura les problèmes précédents, mais on n'attirera pas. Voilà, dans ce contexte, et ça va faire ma transition avec mon dernier point, l'effort technologique, on est tous tentés à faire rendre à l'effort technologique le fait de tout gérer. Et ce serait totalement contraire à ce que je viens de dire. L'effort technologique, il doit être important sur les ordres à donner, le suivi de l'action éventuellement, et après, il doit permettre le retour de l'action. C'est-à-dire que la délégation implique un retour, et donc l'effort technologique, il ne faut pas le penser dans le sens aller, de dire je vais donner le maximum de consignes, le maximum d'ordres, je serai en temps réel sur les ordres, etc. Là, vous êtes en train de verrouiller votre système. Intention, et après, il faut que les moyens technologiques, parce qu'ils sont nécessaires et utiles, donnent la meilleure capacité à celui qui est chargé du comment et de l'action de rendre compte pour s'assurer qu'il est toujours dans l'intention. Une toute petite parenthèse, à cause des travaux qui vont vous réunir dans les prochaines heures et les prochains jours, sur une petite comparaison entre la comparaison humaine et la comparaison digitale. Dans les armées, la cyberdéfense, très simplement, ça recouvre 2 domaines, 7 lignes d'action. La sécurité informatique et la lutte informatique. Les 7 lignes d'action, cartographie des moyens, homologation des systèmes, la MCS, donc maintien en condition de sécurité, le SSI, et 3 lignes d'action pour la lutte, dans la lutte informatique, LID, LIO, LI, lutte informatique défensive, lutte informatique offensive et lutte informatique informationnelle. Les 3 domaines de lutte. Je peux très bien appliquer la grille que je vous ai décrite de confiance sur ces lignes d'action. La confiance dans l'autre, l'équivalent, c'est la cartographie des systèmes et leur homologation, c'est-à-dire que vous testez à minima si le système marche et s'il est fiable. Donc c'est mes premiers degrés de la confiance, de confiance obligatoire. L'esprit d'équipage, c'est la SSI. Vous avez constitué maintenant tout un réseau organisé, un réseau finalisé. Vous le testez régulièrement. Et donc cette SSI, c'est l'équivalent de mon esprit d'équipage. La confiance en vue du combat, c'est la lutte informatique défensive, c'est-à-dire que vous arrêtez de vous tourner vers l'intérieur. Tant que vous faites de la sécurité, vous êtes vers l'intérieur. Homologation, MCS, SSI, etc. Quand vous passez à la LID, vous êtes vers l'extérieur, vous regardez la menace de l'autre. Vous ne l'attaquez pas encore, vous regardez sa menace. Et donc, je suis dans ma préparation au combat, je m'attends à ce que l'agresseur m'agresse. Et puis,
À partir du moment où vous êtes suffisamment confiant dans votre système et que vous avez envie de titiller l'autre et d'aller vous bagarrer avec lui, vous êtes dans la lutte informatique offensive et vous êtes dans mon dernier step de la confiance. Crise en Ukraine, on est très étonné par le fait que les Russes là, nous attaquent très peu, nous étant global, hein, l'Ukraine comme les autres, au sens informatique, alors qu'ils en ont les capacités, qu'ils ont les compétences, etc. L'analyse que l'on en fait, c'est qu'aujourd'hui, ils ont trop d'énergie à mettre en SSI et en LID, à se protéger, et donc ils n'ont pas confiance dans leur système, il y a trop de hackers pro-ukrainiens, et donc ils ne peuvent pas passer à l'étape suivante, qui est la lutte. Cette mise en miroir des niveaux de confiance et des étapes de la sécurité informatique, et je l'admets un tout petit peu tirée par les cheveux ou tirée par les réseaux, mais elle a le mérite de rappeler la structure actuelle de la confiance informatique, et à propos de laquelle on est en train de changer, et vous sans doute aussi. Aujourd'hui, on est encore dans un monde de SI, donc de tuyaux, et donc cette confiance dans les tuyaux, elle se bâtit, comme je l'ai dit. Je prends un tuyau, je le vérifie, je le check, je le raccorde aux tuyaux, je le vérifie, je le check. En permanence, je regarde si mes robinets sont ouverts, etc. Le problème, c'est que, comme on passe à l'informatique nuagique, hein, l'informatique des clouds, le développement du télétravail, qui était mentionné par Hervé, l'utilisation des moyens personnels, hein, le avec, apporter votre équipement de communication, on ne va plus être capable de faire ça. On ne va plus être capable de bâtir cette confiance informatique de la façon dont on la baptisait. Du coup, on nous propose aujourd'hui, et on essaye d'aller vers le modèle Zero Trust, qui est un modèle d'architecture dédié, où là, vous abaissez finalement complètement votre grille d'analyse, vous réduisez la confiance implicite, il n'y en a plus, alors qu'il y en avait beaucoup dans mon premier système. Vous faites des contrôles qui deviennent réguliers, qui deviennent dynamiques, qui deviennent granulaires. En fait, il y a une autre façon de le dire, c'est que vous virez la confiance et vous la remplacez par de la gestion de risque. Et c'est peut-être pertinent, et là j'en jugerai pas parce qu'on est en train de le découvrir, c'est peut-être pertinent d'un point de vue purement informatique, d'un point de vue purement réseau. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait éviter un énorme biais qui est de prendre ce modèle où les moyens techniques et puis l'évolution de la façon de travailler vous conduisent à redire le niveau de confiance et à repasser dans un monde de pure gestion de risque. Il faut certainement éviter de le transposer, de le transférer sur le domaine humain, où là, il faut absolument aller vers cette confiance, qui est une confiance au début subie, puis imposée, et puis voulue, recherchée, et dont on comprend à la fin qu'elle est le levier de la victoire. Et je conclurai, mais pour conclure, je reviendrai à la confiance humaine, que j'ai élaborée petit à petit avec mes 5 étapes. On l'a compris, le vrai défi de la confiance humaine, c'est de former des chefs capables de s'imprégner de l'esprit directif de leurs supérieurs. Et je citerai le Saint-Exupéry, qui rappelle que le chef, c'est celui qui a besoin des autres. Au lieu de créer des organismes, je cite Syntex, vous feriez mieux de créer des chefs, mais des chefs responsables. Et le chef, s'il est responsable, vous verrez s'il accepte de ses subordonnés qu'il ne le soit pas. Ce sera une belle cascade, un miracle. Le chef, c'est celui qui a besoin de nous. Nous avons donc besoin de chefs qui cultivent autant la capacité d'initiative que celle des hommes. Et cette vertu, cette capacité qui était hier importante, devient obligatoire à l'heure des données numériques cryptées, à l'heure du hacking, des subordonnés, qui doivent absolument, malgré les déficiences des moyens, conserver à l'esprit ce que serait fait le chef s'il avait été présent. Cela requiert évidemment une vision large, un esprit synthétique, mais surtout, c'est du courage et de la volonté. Il y avait le savoir décider, il y a le vouloir décider, et surtout, il faut que le vouloir décider prenne le pas sur le « laissons la machine décider ». C'est le retour du caractère. Et je terminerai avec un exemple qui lui aussi sera la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Seule la confiance fera naître des chefs responsables, libres d'agir en toute autonomie pour exécuter les ordres, ceux qui ont été donnés, mais surtout les ordres qui n'auront pas été donnés. Il y a un officier américain qui disait à De Gaulle, qui accusait le général Leclerc, qui a libéré Paris, de désobéissance lors de la libération de Paris. Et on sait qu'effectivement, Leclerc a désobéi. La façon dont il l'a fait, les Américains n'étaient pas du tout contents, et ça s'est retrouvé dans la bataille des Ardennes un peu plus tard. Et donc l'officier américain disait à De Gaulle, il a désobéi. Et De Gaulle a répondu, il a obéi à tous mes ordres, même ceux que je n'avais pas formulés. Merci.